Parlant d'électeurs, est-ce que vous pensez véritablement que dans nos États, l'électeur fait le choix qu'il aimerait faire? Est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce que l'électeur est suffisamment informé et a la capacité de choisir qui il veut? Nous sommes entrés depuis la fin des années 2010 dans une nouvelle ère. À la faveur de la révolution d'Internet, la révolution des réseaux sociaux, l'entrée dans un monde ouvert où l'information circule. L'électeur africain, où qu'il soit, est capable de faire un choix. Il faut lui faire confiance. Il faudrait simplement que le discours que le candidat lui porte soit au niveau des enjeux. D'ailleurs, parlant d'enjeux, c'est là le problème. Est-ce que les gens saisissent véritablement avec les enjeux? On peut prendre l'exemple au Cameroun d'aujourd'hui, avec une élection qui arrive dans une quinzaine de jours. Dites-nous, d'aucuns parlent, d'aucuns souhaitent le changement, certains évoquent la rupture, d'autres l'alternance. Pour regarder l'actualité camerounaise, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Est-ce qu'il faut le changement, la rupture ou l'alternance? Dans l'urgence, bien sûr. Écoutez, il y a quelques semaines, dans le cadre de travaux de recherche auxquels je me suis livré, j'ai analysé la trajectoire du PIB, du produit intérieur brut, en fonction des différents programmes. Ce qui permet de voir, par exemple, la projection du produit intérieur brut si on appliquait le programme de M. Chiroma, le produit intérieur, la croissance du produit intérieur brut si on appliquait le programme de M. Bello Bouba Maïgari, celui de M. Joshua Oshi ou de tout autre candidat. Le statu quo, 3% de croissance, 4% à horizon 2030 est le pire scénario, en tout cas de mon point de vue, celui qu'il faudrait éviter. Mais encore, faudrait-il armer les électeurs, leur donner les moyens de comprendre, d'analyser et donc de lire ce que les uns et les autres proposent derrière ces projections économiques. D'ailleurs, parlant de programmes, dites-nous, Monsieur Stéphane Nguélé, est-ce que ces programmes ne sont juste pas des artefacts? Parce que quand même, est-ce qu'aujourd'hui, un homme politique, en Afrique, au Cameroun notamment, a la possibilité de faire un programme et de le respecter quand on sait que ce programme, pour qu'il soit respecté, est tributaire de réalités économiques dont parfois il ne maîtrise pas les enjeux, ne serait-ce qu'au niveau de sa monnaie? Absolument, ne serait-ce que ce que j'appelle la cage de fer de nos accords avec le Fonds monétaire international, qui structure de manière durable tout ce qui peut être envisagé et tout ce qui peut être fait. Je dirais, pour reprendre le discours porté par certains aînés, je pense par exemple à Calixte Béala, que j'aime beaucoup, l'enjeu n'est pas là. Quel est-il l'enjeu? L'enjeu n'est plus là. L'enjeu, c'est de changer. L'enjeu, c'est de dire on a envie de respirer. L'enjeu, c'est de dire qu'on a besoin d'air. L'enjeu, c'est de dire que le Cameroun veut respirer, que les Camerounais ont besoin d'oxygène. L'enjeu, c'est de dire ouf, il faut que ça change. Et après, reconstruire. Je crois que c'est là le programme de certains de nos candidats. Parlant de ça, évidemment, est-ce qu'un parallèle peut être fait entre ce qui se prépare au Cameroun et ce qui se prépare, ce qu'on vit également en Côte d'Ivoire? Parce que dans un camp comme dans l'autre, on voit très bien que l'élaboration des listes des candidats est à géométrie variable. On élimine ce qu'on veut, on garde ce qu'on veut également. Écoutez, dans nos pays, nous faisons du management de la dépendance. C'est-à-dire que ceux qui ont la place, ceux qui occupent les positions de pouvoir, eh bien, sont là pour entretenir notre dépendance par rapport au centre, par rapport aux États du centre. Manager la dépendance pour que rien ne change. Certains qui aspirent à la place rêvent d'une alternance aussi pour participer au management de cette dépendance-là. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'en sortir.
L'enjeu, c'est d'écouter ces millions de jeunes Africains, toutes capitales confondues, de Dakar à Johannesburg, du Caire à Rabat, de Yaoundé à Abidjan, et qui nous disent « il faut que ça change ». Il faut que nous puissions avoir notre part dans tant de richesses que nous produisons. Il faut que notre horizon ne soit pas réduit à crever ici, pardonnez-moi l'expression, ou à crever en Méditerranée, ce qui est devenu l'autre cimetière de la jeunesse africaine. Il faut que l'on entende tant de voix, tant de jeunes qui aspirent au changement, qui aspirent à autre chose. Il faut que l'on se souvienne que ce jeune enfant qui est né hier en Gulmanduka, au Cameroun, et qui un jour, aujourd'hui, un jour de 2025, aura un jour 18 ans, quel pays est-ce qu'on lui construit aujourd'hui et dans lequel il vivra lorsqu'il aura 18 ans? Voilà les enjeux. Ça commence par vouloir changer. Vouloir dire, allez, assez de systèmes qui n'ont pas fait leurs preuves, qui ont essayé. Je suis de ceux qui font crédit à ceux qui détiennent le pouvoir, parce qu'exercer le pouvoir est une tâche difficile, nous le savons. Mais je suis de ceux qui disent aussi que l'alternance est de l'essence de la démocratie. Et je rajoute qu'avant l'alternance, il faut là faire un vote qui signifie un changement d'orientation, qui signifie l'expression de la volonté de changer véritablement, d'ouvrir grande la fenêtre. Je me rappelle l'image fantastique de Calixte Beyala que je regardais encore hier, qui disait « On a besoin de respirer, on a besoin de vivre autre chose, on a besoin d'oxygène, Les enjeux sont de cet ordre-là, M. Bouddha. Monsieur Stéphane Ngelengele, dites-nous, les pays africains, aujourd'hui, quand on parle d'eux, quand on parle de leur organisation sociopolitique, il y a certains pays qui suscitent beaucoup d'engouement. Les pays dits de l'AES. Oui. Est-ce qu'ils peuvent inspirer certains pays de l'Afrique subsaharienne, notamment les pays francophones? C'est l'objet de mon dernier ouvrage, que je vous offrirai d'ailleurs tout à l'heure, puisque je me suis livré à cette occasion à une analyse comparée des trajectoires diplomatiques des États de l'AES pendant ces 5 dernières années. Et ce à quoi on assiste dans ces pays, qui devrait quand même nous inspirer. Non pas que je sois un fan des changements non constitutionnels de régime. Je suis démocrate, je considère que l'alternance opère... Vous êtes démocrate ou légaliste? Les deux vont de pair. Pas souvent, parce que parfois, on voit des gens qui, en fait, effectuent des modifications constitutionnelles, qui sont également des coups d'État, pour rester en entrant en droite ligne d'une certaine légalité, qui est en fait une légalité construite. Il s'agit de la légalité que l'on construit pour légitimer le changement. Ce que les États de l'AES et d'autres, par exemple Djibouti, dont on en parle peu d'ailleurs. Dont on parle peu. Mais Djibouti, c'est un exemple remarquable. Un tout petit État, qui a réussi, en très peu de temps, à transformer sa situation, pays pauvre, avec des divisions ethniques pouvant gêner le processus d'unité nationale, qui a réussi à transformer sa situation en avantage stratégique, au point d'en faire un allié clé, un allié de poids de toutes les puissances géopolitiques internationales, et d'asseoir sa stabilité et son équilibre sur cette situation-là. Ce que les États de l'AES montrent,
c'est qu'il faut que l'on embrasse une nouvelle forme de réalisme, ce que j'appelle le néo-réalisme africain. Précisez. Nous sommes des États, nous ne sommes pas moins États que les autres États. En tant qu'État, nous vivons dans un environnement international où il n'y a pas de superstructure qui assurerait notre sécurité si ça se passait mal. C'est ce que les Américains, les Anglo-Saxons appellent le principe du self-help. Nous ne devons compter que sur nous. Troisièmement, nous devons placer au-dessus de tous nos choix, notre intérêt national qui commence par notre sécurité et notre autonomie stratégique, notre capacité à choisir en fonction de nos intérêts qui sont nos partenaires, et parmi nos partenaires, à déterminer nos relations avec ceux qui nous tirent le plus vers le haut. Tout ça de manière constructive, de manière équitable, dans la tradition africaine, qui est une tradition d'échange, de partage, mais dans une perspective qui privilégie nos intérêts nationaux. C'est ce que j'appelle le néo-réalisme africain, qui devrait être le prochain horizon de la diplomatie de nos États. Monsieur Stéphane Ngelengele, dites-nous, est-ce que la démocratie est un préalable indispensable au développement? L'histoire démontre parfois que la démocratie n'est pas le préalable au développement. Mais il y a tout de même un lien, une corrélation très forte entre la croissance économique, entre l'amélioration du climat des affaires, entre l'augmentation des performances économiques et un environnement de liberté, un environnement où les entreprises peuvent créer, où les idées peuvent s'échanger, où les acteurs peuvent se mouvoir librement. Je suis de ceux qui pensent qu'il existe en effet une corrélation entre, on va dire un environnement de liberté et la prospérité économique. Aujourd'hui au Cameroun, à quelques encablures des échéances présidentielles du 12 octobre 2025, un candidat semble avoir une ou deux longueurs d'avance. Issa Chiroma, qui pendant longtemps a collaboré avec le régime en place, mais qui aujourd'hui est dans une posture de rupture de manière globale. Dans cette campagne, il y a également, entre autres, des relents ethniques et tribaux. Monsieur Stéphane Ngelengele, dites-nous, vous êtes Camerounais? Je suis Camerounais, et je ne suis que Camerounais. Mais, je vais vous faire une confidence, monsieur Moda. Je suis un Camerounais de la Vina. La Vina. Même si je suis originaire du département de l'Océan. C'est bon de le savoir. Je suis né en Ngaoundéré, ville magnifique, ville à laquelle je dois tout. La Vina qui m'a tout donné, la Vina qui a tout donné à ma famille, la Vina si tolérante, si accueillante, si ouverte. La Vina qui est le véritable centre du Cameroun. La Vina qui, j'en suis sûr, a quelque chose à dire au Cameroun dans les moments que nous traversons. La Vina qui se dresse aujourd'hui fort et droit pour dire non au tribalisme, non à l'intolérance, oui à la paix. La Vina, territoire de passage entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. La Vina au cœur, oui, j'ai la Vina au cœur, monsieur Mouda. Et lorsque j'entends tous ces relents tribaux, j'ai mal. Et j'invite mes frères et sœurs camerounais à se ressaisir, parce que ces relents sont souvent entretenus par ceux qui veulent vous distraire de l'essentiel. Des relents qui sont entretenus par ceux qui veulent nous distraire de l'essentiel. Monsieur Stéphane Ngelengele, dites-nous, vous avez un parcours d'excellence. Pour ceux qui vous découvrent, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous rappeler votre trajectoire? Écoutez, je suis docteur des universités en sciences politiques, dont la spécialité est de l'analyse des politiques publiques.
Je suis par ailleurs MBA en relations internationales et diplomatie. Je suis détenteur de plusieurs certifications en finance durable et je suis aujourd'hui consultant sur les technologies critiques aux côtés de grandes entreprises comme IBM qui m'accompagnent dans mon parcours d'innovation. J'interviens aux côtés de gouvernements, d'États et de grandes entreprises qui cheminent sur dans leur trajectoire de modernisation digitale et leur préparation pour embrasser la 4e révolution industrielle. J'ai par ailleurs un parcours d'avocat. J'ai eu le plaisir de porter la cause de centaines de victimes de la catastrophe des ECA. C'est important de le dire. Eh oui, la catastrophe des ECA, qui est pour ce pays un traumatisme. Un traumatisme à la hauteur de beaucoup d'autres. Et qui est dans cette parenthèse qu'il faudra fermer. Au même titre que beaucoup d'autres. La catastrophe des ECA, pour beaucoup de familles, n'est pas encore fermée. Monsieur Stéphane, dites-nous, est-ce que vous pensez que le préalable des conférences nationales telles qu'on les a vécues au Bénin puis au Congo pour ramener les populations à faire une catharsis de leur vécu, est-ce qu'elle n'est pas un préalable nécessaire au Cameroun pour que tous ensemble, les Camerounais se parlent et surtout les Camerounais se pardonnent? Monsieur Oda, tout est à faire au Cameroun. Je dirais même plus que tout est à refaire. Tout est à refaire. Et je le disais il y a un instant, l'un des premiers exercices auxquels il faudra se livrer, c'est fermer définitivement la parenthèse du mensonge. La parenthèse du mensonge sur lequel nous vivons depuis 1960, à tel point que certains, M. Messmer, pour ne pas le nommer, disait que la France avait donné l'indépendance à ceux qui la demandaient le moins, la refusant à ceux qui la sollicitaient le plus. Mensonge. Mensonge et restitution à chacun de nos héros. La place qui lui revient au panthéon des géants. Mensonge lorsqu'on considère que, comme je l'ai entendu dire, que Ernest Ouandié serait un bandit. Mensonge encore lorsqu'on oublie que le premier homme d'État, j'ai presque envie de dire, et je serais pour le coup provocateur, pour moi, le premier président de la République du Cameroun, c'est Ouniobé. Expliquez-nous. C'est le tout premier président de la République du Cameroun qui avait chevillé au cœur, un projet de construction de ce pays, un projet qui consistait à l'amener à la réunification, puis à l'indépendance. Est-ce que ce n'était pas un projet un peu utopiste? Non, ce n'était pas un projet utopique, puisque regardez l'essentiel des projets politiques d'envergure, en tout cas ceux qui font sens, on épouse le chemin que nous a montré Ouniobé. En tout cas, l'avenir de ce pays, c'est la réunification, c'est le retour au fédéralisme, c'est la paix, c'est l'apaisement des cœurs, c'est l'apaisement des consciences, c'est, vous en parliez tout à l'heure, la possibilité que les Camerounais, les uns et les autres, puissent se reparler. Mais ça suppose véritablement de fermer la parenthèse et donc d'apaiser la confrontation entre ceux qui veulent la fermer et ceux qui veulent la maintenir ouverte. Ça aussi, c'est un enjeu. L'enjeu de la mémoire, l'enjeu de l'histoire. Il faudrait véritablement, pour les quelques jours qui nous restent, que nos élites soient au niveau de l'histoire. Parlant du Cameroun, dites-nous, est-ce que l'élection présidentielle à venir est plus une question d'élection présidentielle ou alors il faut penser cette élection comme un référendum pour ou contre Paul Biya?
et son système, devait-on dire. De mon point de vue, je pense qu'on est au-delà là, de la personnalisation, de la personnalisation des enjeux. De toutes les façons, le président de la République s'est tellement incarné dans les institutions qu'on peut difficilement imaginer le système autrement qu'à travers sa personne. Non, soyons clairs. L'enjeu aujourd'hui, c'est de dire si oui ou non les Camerounais veulent entrer dans une autre ère. L'enjeu, c'est de dire si oui ou non ils veulent créer les conditions pour qu'une nouvelle page de l'histoire du pays s'ouvre. L'enjeu, c'est de dire s'ils veulent, oui ou non, qu'au lendemain du 12 octobre, l'histoire qui a cours depuis, non pas 43 ans, depuis 1960 et même avant, se poursuive, ou alors qu'elle s'arrête définitivement, et que nous entrions dans un autre horizon, celui auquel nous espérons tous. Monsieur Stéphane Ngeli, on va bientôt se séparer. Si vous aviez un mot à dire, peut-être au candidat prochain, peut-être encore aux citoyens africains tout simplement, qu'est-ce que vous leur direz? D'abord aux citoyens. Il y a là un enjeu crucial. Il y a là un enjeu crucial. Demain dépend de ce que vous déciderez. Vous avez la possibilité de ne rien faire. Vous avez la possibilité de vous abstenir. Vous avez la possibilité de dire que tout est joué. Tout est joué d'avance. Rien n'est possible. Le système détient les armes qui font que, de toutes les façons, quel que soit le résultat des urnes, il n'y aura pas de changement. Eh bien, vous avez tort. Vous avez le pouvoir de vous lever. Vous avez le pouvoir que votre voix soit entendue. Vous avez le pouvoir que votre voix résonne fort, qu'elle résonne haut, qu'on l'entende, qu'elle fasse sens, qu'elle résonne tellement fort, parce que vous vous serez levé, parce que vous vous serez mobilisé, que toute tentative de museler vos voix serait vouée à l'échec. À nos élites, répondez à la question de savoir comment vous traiterez le problème de la dette. Parce qu'en répondant au problème de la dette, vous indiquez à ces 65% âgés de moins de 20 ans dont il faut construire l'avenir et qui s'interrogent sur leur lendemain. Quel sera l'avenir de ces jeunes lorsque plus d'un tiers du service du Trésor est consacré au remboursement des intérêts de la dette? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez pour cela? Qu'est-ce que vous faites pour réduire l'endettement de notre pays? Qu'est-ce que vous faites pour aligner nos politiques sur les enjeux climatiques? Vous avez pu constater, Monsieur Moda comme moi, l'ampleur du changement climatique, bien sûr, qui est catastrophique pour nos planteurs, pour nos éleveurs. Moi qui suis par culture familiale versé dans l'élevage, l'agriculture, je sais ce que représente l'impact du changement climatique. On peut rappeler un tout petit peu pourquoi vous évoquez cet aspect, parce que un célèbre éleveur Alain Diabo doit son cheptel à l'expertise de quelqu'un qui vous a été cher. Tout à fait, tout à fait. Alain Diabo, dont je salue la mémoire au nom du Dieu Tout-Puissant et auquel ma famille doit beaucoup, était très lié à mon papa, comme beaucoup d'autres dans la région. Mon papa qui a donné beaucoup à ce pays et qui en a reçu si peu, comme beaucoup. Quelle était sa fonction? Mon père est docteur vétérinaire retraité.
docteur vétérinaire retraité. Et il y a un dernier enjeu. Il y a un dernier enjeu. Il y a la question de savoir si oui ou non vous êtes capable de vous engager sur des investissements de long terme véritablement créateurs de valeur ajoutée. Nous avons besoin de data centers. Nous avons besoin dans nos facultés de sciences d'ordinateurs dotés de capacités de calcul. Nous avons besoin d'investissements dans la haute technologie et non pas dans la futilité. Qu'est-ce que vous faites pour l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que vous faites pour le quantum? Voilà, quelques idées dont j'espère qu'elles retiendront l'attention des candidats qui sauront y répondre dans les jours qui restent en gardant vive, en gardant très forte la mobilisation qui est déjà très intense. Merci, M. Stéphane Bobé-Nguélé d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons vous recevoir à nouveau pour que vous puissiez mettre votre expertise et votre savoir à notre disposition. Merci infiniment, le plaisir était pour moi, Monsieur Moda. Vous démontrez avec cette magnifique émission que la discrétion n'est pas la faiblesse. Beaucoup sont prêts à relever le défi. Merci beaucoup.